Les matins de France Culture. Guillaume Erner. En Ukraine, l'aide internationale est indispensable au maintien des forces armées contre la Russie. Des pays commencent toutefois à débattre de ce financement, voire de l'éventualité d'un armistice. Bonjour Christine Dugouin-Clément. Bonjour. Vous êtes chercheuse pour la chaire Risque de l'IAE Paris-Sorbonne à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1. Je l'ai dit il y a quelques instants, on trouve dans The Economist de cette semaine une interview de Volodymyr Zelensky, une interview où l'homme est en colère. Il est en colère contre ses alliés, il est en colère également contre ses compatriotes qu'il accuse de ne pas s'engager suffisamment dans cette guerre et on a l'impression qu'il a perdu, c'est un commentaire de The Economist, un petit peu de son aura. Qu'en pensez-vous, Christine Dugouin-Clément ? En fait, le président Zelensky, au tout début de la guerre, a mis en place une forme de communication qui était extrêmement innovante. Il parlait en même temps à la société civile, à son propre peuple, avec ce que l'on a pu voir, ces petits tweets pris dans la rue, pris de nuit, pris dans les châteaux, enfin dans les palais présidentiels. Et puis, il parlait à la communauté internationale avec un style particulier. Il y avait eu cette forme d'engouement avec le choc de l'invasion qui avait été provoquée par la Russie. Mais on a 2 ans donc de guerre. Il éponge aussi des attentes qui étaient probablement trop optimistes de la part des Occidentaux sur la contre-offensive ukrainienne où beaucoup espéraient avoir à peu près ce que l'on avait eu à l'été 2022, c'est-à-dire une très grosse reprise de territoire. En oubliant peut-être un peu rapidement que entre-temps un hiver était passé et que les territoires occupés par la Russie avaient fait l'objet de solidification, de renforcement. Et que l'Ukraine se retrouvait dans la position d'être l'attaquant et plus le défenseur. Et on sait militairement que c'est beaucoup plus coûteux et que c'est beaucoup plus difficile. Donc on a eu tout cet enjeu-là. Et puis on arrive aussi à un moment où les différents alliés vont avoir des échéances et des agendas propres. Ce que l'on ressent notamment très fortement au niveau des États-Unis, qui est un des plus gros bailleurs en termes de masse de matériel militaire. Lors de sa visite à Washington, ça s'est bien passé, Christine Dugouin-Clément ? Alors en fait, il a fait une visite à Washington qui était compréhensible, puisque on se retrouvait dans une position assez difficile. Les républicains du Sénat ayant bloqué, alors après, le 6 décembre, l'avancement d'un programme de 110 milliards de dollars qui était ouvert pour Israël et l'Ukraine, vu que les deux ont été mis dans la même enveloppe. Et voyant que les tensions arrivaient, donc avant ce blocage-là, le président Zelensky fait un déplacement à Washington qui n'a pas forcément été bien pris par un certain nombre des édiles américains. Certains estimant qu'on était un petit peu plus dans le beg for ammo, donc quelque part mendier pour avoir de la munition, avec quelque chose de fatigant. Donc il y a eu sur auprès de certains législateurs, une perception qui n'a pas été forcément aussi positive que ce que l'on avait pu avoir au début quand il faisait ses déplacements, où il y avait cette espèce d'engouement, même s'il lui avait été parfois reproché que les films diffusés dans certaines des assemblées étaient particulièrement explicites. Alors, il nie évidemment le président Zelensky dans cette interview à The Economist que la contre-offensive ukrainienne soit aujourd'hui un échec, mais on voit bien ce front solidifié. Peut-être pouvez-vous le décrire en quelques mots, Christine Dugouin-Clément. On voit en effet que les positions ne changent guère et qu'au-delà de la Crimée, eh bien, la Russie a aujourd'hui une avance sur le territoire ukrainien que les Ukrainiens ne réussissent pas à faire diminuer de manière sensible. Alors oui, et c'est là où je pense qu'il faut être vraiment un petit peu pointu, et je vous prie de m'en excuser, mais en fait, Zaloujny avait fait une première déclaration en disant que on était pâte, et il avait employé un terme d'échec. Alors, en revanche, il faut rappeler qui est Valéry Zaloujny. Oui, qui est le patron des armées, pour faire clair, donc le général Zaloujny, qui est d'ailleurs assez populaire auprès de la population quand il a pris le poste. C'est quelqu'un d'assez sobre, qui mesure ses mots, qui est toujours assez calme, et il y a eu quelques petites dissensions avec le président au début de sa prise de poste, notamment quand il avait mis en place une forme de fondation. On parle aujourd'hui d'une forme de concurrence entre les deux, entre Volodymyr Zelensky et Valéry Zaloujny. Alors c'est quelque chose qui est évoqué. Au demeurant, jusque-là, chacun tient son rôle, ou du moins respecte les prérogatives de l'autre, dirons-nous, dans la mesure où le général Zaloujny reste à la tête des opérations militaires, le président Zelensky reste dans son rôle présidentiel, donc évidemment il travaille, et on a eu cette
question-là, sur des déclarations qui pouvaient être différentes, notamment relatives à la mobilisation. Quand donc le général Zaloujny avait expliqué qu'il avait besoin de mobilisation et qu'il avait besoin que les bureaux et les responsables des bureaux d'enrôlement soient plus professionnels, alors que préalablement il y avait eu un grand nettoyage par le président Zelensky au niveau donc de ses bureaux, avec le licenciement de nombre des responsables qui avait été réalisé. Et cette forme de nettoyage avait d'ailleurs été réalisée alors que l'Ukraine est toujours dans sa candidature de membre à l'Union européenne, où on demande de faire un gros travail par rapport à la corruption. Donc on avait aussi tout cet enjeu-là. Alors c'est un vrai enjeu, la question de la mobilisation. Alors semble-t-il, dans cette dernière interview, Volodymyr Zelensky laisse entendre qu'il se rangerait à la position de Zaloujny, mais c'est très sensible socialement, politiquement, avec la question donc des plus ou moins de 27 ans pour leur mobilisation en Ukraine. Alors, parfois, on a parlé aussi d'une dissension. Je pense qu'il y a aussi une forme de préparation au niveau de la population, notamment ukrainienne, à cette mobilisation. Déclencher une mobilisation, même quand vous êtes en train de défendre votre propre territoire, est quelque chose qui est particulièrement sensible au niveau de la population et on peut bien comprendre les raisons. Là, il y a eu différentes interviews dans lesquelles des chiffres ont été annoncés sur les besoins et le président Zelensky les a formulés. Donc, ce serait rangé à ce qui avait été annoncé par le général Zaloujny. On parle de 400 à 500 cas, donc ce qui est énorme, et de reculer donc l'âge effectivement de la mobilisation. Alors au-delà de ça, c'est quelque chose qui est particulièrement clivant sur les modalités de ce recrutement, avec plusieurs hypothèses qui seraient sur la table, certaines qui essaieraient de maintenir une forme d'équilibre subtil entre à la fois les besoins de l'armée et les besoins de l'économie, ce qui veut dire que notamment sur les personnes qui seraient mobilisées, eh bien on ferait un équilibre entre les compétences et la capacité à produire de la richesse, soit au niveau de l'économie, soit au niveau des taxes. Et l'économie, c'est particulièrement important parce que l'une des hypothèses qui est de plus en plus évoquée, à la fois par les Américains, mais aussi par Zelensky lui-même, consiste à dire que ces armements, ils vont de plus en plus devoir être fabriqués en Ukraine, ce qui rendrait le pays moins dépendant, bien sûr, de l'aide extérieure. Est-ce que c'est réaliste, selon vous? Est-ce que c'est une véritable piste à suivre pour l'Ukraine, Christine Dugouin-Clément? Alors, ça serait effectivement pratique, dans un monde idéal, de pouvoir produire de l'armement au plus près du besoin. Cela dit, pour le faire, il faut que vous ayez la capacité à produire, ça veut dire des usines. Alors s'il y a une capacité de construction, il y a un complexe militaro-industriel en Ukraine, mais pas forcément pour tout le matériel. Et ça supposerait aussi, dans certains cas, d'arriver à avoir l'autorisation de la part des entreprises qui ont créé ces systèmes-là, d'avoir des licences pour produire en Ukraine. Et là, ça va poser un enjeu, quelque part, au niveau de la propriété intellectuelle et de l'accord de délocaliser une partie de la production. C'est des choses qui ne se font pas sur un claquement de doigts, parce qu'évidemment, les industriels sont extrêmement prudents sur ce genre de choses, puisque évidemment on est sur le cœur de métier. Ça veut dire aussi d'arriver à avoir les matières premières qui arrivent, et ça veut dire aussi dans un autre temps que là où vous allez construire des usines qui vont produire de l'armement, eh bien vous devenez aussi des cibles particulièrement intéressantes pour les frappes russes. Alors, il y a aussi des choses que l'Ukraine n'est bien entendu pas en mesure de produire actuellement. Et on voit dans ces demandes de Zelensky, par exemple, la demande de missiles Taurus. Donc ça, c'est un missile qui est allemand avec un rôle qui est très précis et qui est parfaitement explicite. L'idée, c'est de détruire le pont de Kvetch, ce pont de Kvetch qui a été construit par les Russes, qui relient la Crimée. Peut-être quelques mots là-dessus, parce qu'on est typiquement sur ce genre d'objectifs qui sont des objectifs cruciaux pour les Ukrainiens. Alors oui, et ça revient à ce qu'on disait, reconstruire une usine d'armement pour du matériel de haute précision, c'est particulièrement long, puis il faut des savoir-faire, il faut des gens qui savent faire. Le pont de Kerch, c'est un pont qui est au-dessus de la mer d'Azov, qui a été reconstruit par la Russie et qui a été un des gros chantiers phares, qui a été l'objet d'une attention tout à fait particulière de la part du président Poutine et qui avait déjà été l'objet d'attaques. Ce pont,
Il est symbolique. Derrière, on a de l'approvisionnement en eau sur la péninsule de Crimée. Il permet de relier la Crimée aussi à la Russie par un axe routier. Et puis, il y a une autre spécificité sur ce pont, c'est qu'au moment où il a été construit, certainement une erreur d'ingénieur, côté russe, il a été construit assez bas, ce qui veut dire qu'il empêchait un certain nombre de bateaux, des supertankers, de pouvoir passer de la mer d'Azov en mer Noire, et ça bloquait en tout cas, ça faisait augmenter sensiblement le prix des exports ukrainiens, parce qu'au lieu de faire un transport, vous en faisiez 4. Donc le détruire, si vous voulez, est éminemment symbolique, est important et stratégique. Et on voit aussi que l'Ukraine a renforcé un certain nombre de ses frappes sur la péninsule de Crimée occupée par la Russie, qui est un enjeu extrêmement important pour le Kremlin. Un mot encore, Christine Dugouin-Clément, dans les propos de Volodymyr Zelensky, évidemment, il dit que défendre l'Ukraine, c'est défendre l'Occident, mais il dit que de plus en plus de rapports des services expliquent que la Russie serait prête à lancer des attaques contre des pays européens. Alors ça fait partie des gros sujets et des grosses angoisses. Alors évidemment, ce que les services disent, on fait toujours en analyse géopolitique de la prospective avec un pourcentage de probabilité que ces scénarios n'arrivent. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que la Russie a réévalué la puissance des Occidentaux et notamment de l'OTAN, et qu'elle a pu le refaire à la baisse, et bien quelques années après, vous avez eu une poussée dans ses approches bellicistes. On a pu voir ça avec la Géorgie, quand il y a à peu près 20% du territoire géorgien qui a été amputé. On a pu voir ça avec l'annexion de la Crimée. Vous avez un temps de reconstruction, une réévaluation de l'adversaire. Et puis, quand il est estimé plus faible, vous avez une remontée en puissance. Christine Dugouin-Clément, vous êtes chercheuse pour la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par Irina Slavinska. Elle sera en duplex. Elle est à Kiev. Elle est journaliste et écrivaine féministe, et on évoquera avec elle la manière dont cette société ukrainienne envisage le moment actuel, un moment où on ressent une certaine forme de lassitude et où un certain nombre de pays occidentaux se mettent à douter de la victoire ukrainienne. 7h56 sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Près de 2 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, comment la société ukrainienne vit-elle le conflit ? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Christine Dugouin-Clément, qui est chercheuse pour la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne. Et dans quelques instants, je l'espère, nous serons en compagnie d'Irina Slavinska, qui est à Kiev en duplex et qui a des difficultés pour aujourd'hui se connecter avec nous. Christine Dugouin-Clément, lorsqu'on parle de la situation militaire, de quelle manière peut-on la décrire ? Est-ce que l'on peut parler d'une défaite ukrainienne ou bien au contraire d'une sorte de match nul et donc aussi d'une défaite russe ? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la contre-offensive ukrainienne n'a effectivement pas réussi de regagner une part importante du territoire occupé par la Russie. La Russie s'est empressée par différents canaux de parler d'une défaite ukrainienne, ce qui participait d'ailleurs à renforcer ce qu'on a appelé la Ukrainian fatigue, donc cette fatigue ukrainienne des Occidentaux, ne voyant pas arriver de solution à ce conflit, ni de résultats patents. Par contre, ce que le Kremlin a quand même mis un petit peu sous le tapis, c'est le fait que pour eux aussi, c'est un échec. Ça aurait été un succès si la volonté de Moscou était uniquement de garder le territoire occupé et finalement de stabiliser ses positions. Or, ça n'était visiblement pas le cas, vu qu'ils ont essayé de faire des poussées pour gagner du territoire. Alors effectivement, l'Ukraine n'a pas réussi à faire la percée qu'elle avait faite à l'été 2022, mais la Russie, de son côté, n'a pas non plus atteint son objectif de gain de territoire massif. C'est-à-dire qu'on est sur cette espèce de position plus ou moins maintenue, avec des avancées et des reculs en kilomètres carrés qui sont extrêmement limités pour des coûts d'ailleurs humains et matériels importants. Et d'ailleurs, on a eu des approches extrêmement différentes. L'Ukraine essayant de sauvegarder un petit peu son capital humain, là où la Russie est allée à grand renfort sur ses ressources humaines. Mais alors, est-ce que l'effort est-il soutenable aujourd'hui de part et d'autre pour les Ukrainiens et pour la Russie? Je parle d'abord de l'effort militaire en matière d'armement et puis aussi, hélas, de la manière dont les hommes font la guerre.
Alors effectivement, il y a les 2 points, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui va être, enfin il y en a même un troisième. Il y a le point matériel militaire, le point force humaine et le point économique ensuite. À l'heure actuelle, la Russie a utilisé des soutiens pour fournir son armement, donc elle a modifié son économie en renforçant sa capacité de production. Elle s'est aussi appuyée notamment sur les Iraniens avec les fameux drones Shahed qui maintenant sont très largement connus. Elle a développé des lignes de production de drones quasiment similaires. Et elle s'est aussi appuyée sur la fourniture notamment de munitions par la Corée du Nord. Ce qui lui a permis de soutenir cet effort, au moins en termes de munitions. Côté ukrainien, on s'appuie sur les Occidentaux, avec ces avancées qui posent parfois des problèmes, et puis cette grosse incertitude quant à la position des Américains, vu que ça a été évoqué préalablement, on est sur un shutdown, et que la dernière vague de l'enveloppe qui maintenant est corrélée, c'est-à-dire que l'enveloppe au soutien israélien et ukrainien est pris dans la même enveloppe, et est pris aussi sur la gestion des frontières américaines. Si on prend le côté russe, justement, c'est intéressant, Christine Dugouin-Clément, ces armes qui sont apportées donc par l'Iran et la Corée du Nord, est-ce qu'elle peut avoir un avantage décisif? Bon, comme le dit Volodymyr Zelensky dans l'interview qu'il donne à The Economist, il tente d'en relativiser l'importance. On voit que des attaques de drones peuvent être épouvantables pour les populations civiles, peuvent mettre sous pression la défense anti-aérienne, mais est-ce que vous imaginez qu'elle puisse permettre à la Russie d'avoir un avantage décisif dans ce théâtre d'opération? En tout cas, sur le long terme, ça posera réellement un problème, surtout si l'Ukraine n'est plus en capacité d'intercepter tous ces vecteurs. Or, l'interception, elle se fait notamment avec du matériel occidental, et le problème, c'est que pour aller neutraliser un missile, si on parle de missile, eh bien, vous n'allez pas avoir uniquement une seule frappe de batterie défensive. Vous allez en avoir, en règle générale, minimum 2, voire 2 ou 3. C'est-à-dire que vous avez un ratio en termes matériels qui n'est pas le même, et que vous avez un épuisement qui va être plus important. C'est aussi l'enjeu, alors qu'on sait qu'on est en limite d'exercice de munitions, d'augmenter ces frappes. Alors, pour des enjeux non seulement de morale de la population, mais aussi sur des points qui peuvent être stratégiques, que ce soit logistique, de réparation ou d'infrastructures critiques. Et là, on va parler des hôpitaux, on va parler de tout ce qui est structure énergétique, assainissement, etc. Par exemple, hôpitaux. Et tout ce qui va être les zones qui permettent de maintenir l'effort de guerre ou de réparer ces structures-là. Plus vous allez avoir de frappes, plus évidemment vous allez vous en protéger, et plus vous allez creuser dans votre stock. Mais jusqu'ici, on apprenait dans les manuels stratégiques que, par exemple, pour gagner une guerre, il fallait une maîtrise aérienne. Alors, la maîtrise aérienne, de manière un peu surprenante, les Russes ne l'ont pas sur l'Ukraine. En tout cas, ils n'ont pas la possibilité de mener les opérations qu'ils veulent. Ça, par exemple, c'est une forme d'échec pour eux. Alors, la maîtrise aérienne, elle est complexe. Alors, ça faisait partie des grosses demandes ukrainiennes, d'ailleurs, d'avoir des avions qui soient fournis, qu'ils attendent pour l'année 2024. Au-delà de ça, pour arriver à avoir une maîtrise complète du ciel, alors c'est d'ailleurs la doctrine OTAN, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la maîtrise aérienne pour ensuite déployer les forces, ce qui est difficile à faire en Ukraine. Donc là, on voit aussi qu'on a des problématiques de transposition littérale et directe d'un point de vue de doctrine, mais c'est le coût que vous auriez, puisqu'il y a un système anti-aérien qui est solide. Donc dans quelle mesure est-ce que vous allez mettre en risque tout ce qui est vos différents aéronefs, qui ont un coût important de production, sans parler du coût humain, simplement en avionique, alors que là, c'est là où on a vu tout cet intérêt à déployer du drone de manière extrêmement massive, qu'on parle des Shahed d'un côté, des Bayadkar turcs de l'autre côté, par exemple, et puis de tout ce que l'on a pu voir ensuite, type les munitions Iran ou autre. Mais ces F-16 américains, ils ont été promis à l'Ukraine. Alors, en fait, le problème des avions qui ont été promis, alors normalement, ils devraient arriver en courant d'année. La problématique, elle est multiple. Déjà, il faut que vous formiez les pilotes. Donc ça y est, les pilotes sont en cours de formation. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs communications sur les premiers vols de F-16 pilotés par des Ukrainiens. Mais un avion qui vole, ça veut dire beaucoup de gens au sol pour l'entretenir. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez du personnel qui soit formé. C'est encore une fois des formations que vous ne faites pas de manière rapide, et si vous ne les formez pas, ça veut dire que vous allez fournir en même temps que des avions des hommes qui sont en capacité de faire la maintenance. En règle générale, ce sont
des militaires et non pas des civils. Ça veut dire que vous seriez en capacité de déployer des militaires sur un territoire externe. Et là, on revient sur les problèmes de co-belligérance qui ont été agités par la Russie à plusieurs reprises. Il y a un deuxième enjeu qui va être la capacité d'avoir les pièces de maintenance pour entretenir ces avions-là. Le deuxième, c'est quel type d'avion vous allez mettre à quel endroit. Là aussi, si vous les stockez tous au même endroit, ça fait une cible absolument parfaite et d'intérêt pour les Russes. Et puis, selon les types d'avions, tous ne sont pas en capacité de décoller et d'atterrir sur des pistes qui sont en état parfois perfectibles ou très courtes. Mais alors, si on met de côté la question du ciel, ce qui est une question importante, comment pouvez-vous imaginer, Christine Dugouin-Clément, qu'il y ait un avantage décisif de part ou d'autre dans cette guerre? Comment on pourrait imaginer, alors même que le front, parce que c'est ça en fait qui apparaît, le front est quasiment fixe. C'est-à-dire on voit qu'il y a une ligne de partage aujourd'hui qui s'est dessinée et cette ligne, elle bouge peu dans ces conditions. Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour qu'il y ait une véritable modification de la donne et que ce conflit ne soit pas un conflit gelé, puisque finalement c'est un peu ce que l'on pourrait imaginer comme scénario le plus plausible. Alors, en fait, tout l'enjeu va être là. C'est-à-dire qu'effectivement, si les avions arrivent, ça pourra faciliter au niveau ukrainien et notamment, ça pourra les aider à renforcer leur frappe sur la Crimée. Il sera encore la question de savoir si on fait des frappes sur le territoire russe, ce que les Alliés ne veulent pas avec du matériel venant directement d'eux, toujours pour ces questions de co-belligérance. Ça pourrait changer les choses, des frappes sur le territoire russe ? Tout dépend de comment réagirait la Russie. Jusque-là, la Russie a très régulièrement agité le fait de cette co-belligérance en menaçant les Occidentaux des conséquences. Et au final, elle n'a pas déployé ce qu'elle aurait pu faire si elle avait suivi ses propres déclarations. Déployer quoi? Parce qu'il y a eu des frappes malgré tout ukrainiennes sur Belgorod, mais je ne sais pas avec quel type de matériel elles ont été réalisées et de toute façon elles n'ont pas été revendiquées par l'Ukraine. Alors, c'est tout l'enjeu, c'est-à-dire que l'Ukraine, en règle générale, quand il y a des frappes, ne va pas les revendiquer pour limiter ce genre de choses, en faisant un petit peu une réponse du berger à la bergère. Rappelez-vous que depuis 2014, sur les territoires du Donbass, la Russie disait non, vous savez, nous, ce sont des indépendantistes ou alors ce sont des militaires qui sont partis pendant leur permission, nous n'avons pas la maîtrise. Et là, l'Ukraine lui dit, nous n'avons pas forcément la maîtrise de ce qui se passe, donc c'est un peu une réponse du berger à la bergère. L'idée étant d'éviter justement de pouvoir avoir ces accusations-là. Il y a eu d'autres frappes ailleurs, beaucoup ont été réalisées avec des drones, ce qui a quand même mis un caillou dans la chaussure russe et on l'a vu notamment avec plusieurs textes qui ont été pris. Un qui a été pris en juillet et qui autorise, si vous voulez, une forme de société militaire privée qui serait mise sous le contrôle, donc ils appellent ça des entreprises spécialisées, qui c'est sous le contrôle des gouverneurs et qui ont pour mission de protéger le territoire et notamment sur tout ce qui est réaction anti-drone. Et c'est mis dans le texte. Donc on voit bien qu'on a un intérêt, puisque vous n'avez pas nécessité dans un texte, dans un oukaz, d'avoir ce degré de précision-là. Je dois dire que nous sommes en duplex avec Irina Slavinska. Bonjour Irina Slavinska. Vous êtes actuellement à Kiev et je sais que vous êtes dans des conditions où la liaison n'est pas très bonne. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous êtes écrivaine et vous êtes en quelque sorte la directrice d'Ukraine Culture. Irina Slavinska, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire à quoi ressemble Kiev en ce moment? Vous avez vécu des derniers jours extrêmement difficiles. Quelques mots à ce sujet. En ce moment, Kiev se semble un grand embouteillage parce qu'on a eu une assez longue alerte cette matinée qui a duré plus que 2 heures. Donc, tous les Kieviens et les Kieviennes, comme moi par exemple, sont au volant en se précipitant dans leur bureau après cette alerte. Donc, on vient de sortir des abris et nous sommes en route vers le bureau. La dernière fois que nous nous sommes parlé sur l'antenne de France Culture, vous étiez avec un moral en acier. Aujourd'hui, comment envisagez-vous ces moments, Irina Slavinska? Est-ce que votre moral est toujours aussi fort? À mon avis, oui, le moral est très fort si on parle des Ukrainiens, des Ukrainiennes, mais par exemple en regardant les villes différentes,
Vous devez savoir qu'au début de l'année, nous sommes tous subi le jour de deuil après les très fortes attaques du côté russe, après les attaques de 29 décembre et les attaques de 2 janvier. Et même ce matin-là, par exemple, Kharkiv, Zaporizhia ont connu de très fortes attaques des missiles russes, donc quand même ça influence beaucoup le quotidien des gens qui vivent leur vie. Mais oui, le moral, en gros, ça reste un acier, comme vous le dites. Mais justement, si vous êtes toujours en ligne avec nous, non, la liaison a été coupée. Christine Dugouin-Clément, on voit donc que les Ukrainiens affichent effectivement un moral inaltérable de ce point de vue. Et il y a eu une victoire ukrainienne incontestable et on ne s'y attendait pas tellement. C'est une victoire maritime, alors même qu'il y a un vrai déséquilibre, c'est peu de le dire, entre les deux navires, les deux marines ukrainiennes et russes. Eh bien, les Russes n'ont pas réussi du tout à à utiliser l'ensemble de leurs forces navales. Oui, tout à fait. Et c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable, d'autant que la Russie avait travaillé à annihiler la marine ukrainienne. Or, les Ukrainiens ont beaucoup utilisé les drones. Alors, pour le coup, les drones maritimes et ont réussi à finalement bloquer la capacité de déplacement ou à endiguer la capacité de déplacement des vaisseaux russes parce que ça leur posait beaucoup de problèmes et ils avaient un risque de destruction massif. Donc on a eu ces enchaînements de piqûres de moustiques qui ont réussi finalement à bloquer une marine extrêmement importante. Irina Slavinska, vous êtes de retour avec nous. Comment envisagez-vous les jours qui viennent, alors même que la contre-offensive ukrainienne n'a pas été le succès escompté? A-t-on affaire à une guerre qui, comme le dit votre président Volodymyr Zelensky, va être remportée par l'Ukraine, ou bien les choses s'avèrent-elles plus difficiles? Je ne suis pas spécialiste dans les Non, mais d'ailleurs, je ne veux pas... militaires, mais si on regarde ce qui se passe dans les... Ah, la liaison n'est pas aussi bonne que prévu. Christine Dugouin-Clément, on évoquait la marine ukrainienne et vous nous expliquiez comment celle-ci avait remporté un succès qui était un succès inespéré. Ensuite, la question, c'est la question de l'infanterie avec des positions donc de tranchées. On l'a dit, une guerre du 21e siècle qui se fait avec des méthodes finalement qui rappellent le 20e. Oui, en fait, c'est une guerre qui mélange de la guerre traditionnelle avec effectivement de l'artillerie lourde et quelque chose d'extrêmement moderne où on va avoir tout le développement notamment des drones et c'est la première fois qu'on les a à ce niveau-là. Vous avez aussi tout un volet cyber avec pas forcément des cyberarmes, mais néanmoins un terrain qui est particulièrement important, qui est particulièrement développé. On a eu d'autres nouveautés avec ce qu'on a appelé des volontaires qui sont rentrés dans une guerre cybernétique, alors aussi bien pour faire ce qu'on appelle du DDoS, du déni de service, c'est-à-dire que vous allez bloquer un site, vous allez le rendre inopérant. Importante. Alors, si vous voulez, en tant que tel, c'est pas parce que vous allez faire un DDoS sur une banque, par exemple, que vous allez gagner la guerre, bien évidemment. Par contre, si vous arrivez à coordonner l'ensemble, là, ça devient très intéressant. Les informations que vous allez pouvoir récupérer en faisant ce qu'on appelle du hack and leak, c'est-à-dire quelque part voler de l'information et la diffuser, alors la diffuser largement ou à qui a besoin d'en savoir, eh bien, vont vous permettre de construire vos tactiques ou vos stratégies de manière beaucoup plus efficace. Il y a tout le volet informationnel aussi qui est extrêmement important, avec la capacité soit d'essayer d'aller intoxiquer ou au contraire d'aller dire non, cela est une intoxication et d'aller casser un petit peu cette action. Alors ça, c'est particulièrement important, Christine Dugouin-Clément. On a beaucoup parlé de la manière dont la Russie utilisait des fermatrolles pour peser aussi sur les opinions occidentales. Qu'en est-il selon vous? Qu'est-ce que vous avez observé? Alors, on a eu et on a encore beaucoup d'opérations informationnelles. Au tout début de la guerre, finalement, les Occidentaux n'ont pas été
l'effort principal de la Russie. On avait pu observer à partir de mars, notamment 2022, par contre, une attention toute particulière qui était portée sur la zone du Moyen-Orient et sur le continent africain, avec une énorme diffusion de contenu qui était pro-invasion et quelque part avec une certaine logique. Les Occidentaux ont réagi de manière très rapide et forte et coordonnée au début de la guerre et quelque part un autre axe était toutes ces zones qui étaient beaucoup plus entre deux et en jouant sur quelque part des enjeux antérieurs. Le double standard, par exemple, au Moyen-Orient que l'on pouvait réactiver, le dossier du Cachemire en Inde avec le soutien de la Russie. En Afrique, on est allé sur des questions anticolonialistes, par exemple, anti-mondialisation, etc., qui répondaient à des mécontentements préexistants. Irina Slavinska, vous êtes de retour avec nous, vous êtes en duplex à Kiev, c'est la raison pour laquelle ce duplex est compliqué à obtenir. Je rappelle que vous êtes directrice d'Ukraine Culture, pour dire les choses en quelques mots. Comment envisagez-vous les jours qui viennent, pas du point de vue militaire, parce que vous n'êtes pas une experte militaire, mais du point de vue de la société ukrainienne? On regarde et on voit que la société ukrainienne est très motivée et on peut le voir selon les sondages que j'ai vus à la fin de l'année qui ont été menés par les sociologues ukrainiens. Donc, par exemple, au moins la moitié de la population ukrainienne ont les proches qui servent dans l'armée. Au moins presque 90% des Ukrainiens, des Ukrainiennes ont les proches qui ont subi certains genres de malheurs à cause de la guerre, soit qui ont été blessés, soit décédés, soit qui ont perdu leur propriété, par exemple. Donc, c'est clair que cette guerre, ça touche vraiment toute la population ukrainienne. Et moi, je pense que ça aide aux gens de rester les plus motivés possible, de se sentir unis et solidaires. Et de l'autre côté, quand même, chaque jour nous apporte pas mal de mauvaises nouvelles, les nouvelles des frappes des missiles russes, comme les nouvelles par exemple sur les artistes ukrainiens qui sont partis servir dans l'armée et qui malheureusement de temps en temps ont les infos sur leur mort. Oui, Par oui. exemple, un poète ukrainien, Maxime Krivtsov, vient de mourir sur le front hier soir. Ça, c'est le genre des infos qu'on doit Oui. travailler malheureusement à la radioculture ukrainienne. Et ça, c'est quelque chose qui influence beaucoup le moral. Mais on reste solidaire et très fort. Mais alors, votre président Volodymyr Zelensky, dans l'interview qu'il a donnée à The Economist, est en colère après certains Ukrainiens qu'il trouve trop peu engagés dans cette guerre. Pourquoi, Irina Slavinska? Je pense que cette question pourrait être posée aux gens qui ont préparé ce genre de discours. Mais moi, je pense qu'il y a autre chose qui compte, c'est la force des familles ukrainiennes qui restent unies, même si on parle des gens qui ont dû quitter leur lieu d'habitation à cause de l'agression russe. Il y a également, où il y aurait une dualité entre Volodymyr Zelensky et Valéry Zaloujny, le chef d'état-major. Vous l'apercevez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Irina Slavinska? Je ne suis pas sûre que je peux dire quoi que ce soit parce que pas mal de choses qui ont été écrites dans la presse étrangère se basaient sur les rumeurs. Et moi, comme la représentante d'un média qui travaille quand même avec les standards, comme le vôtre, comme la radio publique française, on doit se baser sur l'information, sur les citations avec le nom et le prénom des gens qui peuvent donner l'information plus précise. Il nous reste quelques instants, Irina Slavinska. Quel message aimeriez-vous faire passer aux Français, à ces Français qui doutent de la capacité de l'Ukraine de l'emporter? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? À mon avis, il est très important de comprendre que le soutien de l'Ukraine est nécessaire, qu'il est très important de continuer à aider l'Ukraine avec les armes et tout ce qu'il faut, parce que l'Ukraine, ce n'est que le premier cap que la Russie essaie à envahir. Et d'autres pays, par exemple de l'Union européenne, peuvent être les suivantes. Est-ce que vous envisagez un armistice avec la Russie? Est-ce que vous pouvez envisager une sorte de paix négociée, Irina Slavinska? Moi, comme citoyenne ukrainienne, je ne pense pas que ce soit envisageable. Et les autres membres de la société ukrainienne sont derrière vous, si j'ose dire. Il n'y a pas de questions à ce sujet?
Si on regarde les sondages des sociologues, c'est clair que pour les Ukrainiens, ce n'est que la victoire qui est envisageable. Merci beaucoup Irina Slavinska d'avoir été avec nous à Kiev. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivaine, vous dirigez la radio culturelle ukrainienne. Christine Dugouin-Clément, merci. Vous êtes chercheuse pour la chaire Risque de l'IAE Paris-Sorbonne et à l'Observatoire de l'intelligence artificielle de Paris 1 au Créogène, le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.